sur Gabon 24. S'il existe bien pour les cédants comme pour l'acquéreur, un sujet délicat à traiter, c'est celui de la valorisation de l'entreprise. Votre entreprise détient une valeur qui lui est propre. Suffisante ou surprenante, elle n'est pas inconvertible et rien ne vous empêche de vouloir en augmenter la valeur. Bien au contraire, anticiper peut parfois présenter des avantages considérables. Cela dans quel sens? De quels moyens dispose-t-on pour valoriser une entreprise? Nous allons savoir tout ça tout à l'heure puisque nous recevons aujourd'hui Monsieur Jackie Ouziel. Il est expert conseil financier. On va parler avec lui tout à l'heure, mais avant cela, dites-nous, c'est quoi la valorisation d'entreprise? La valorisation d'entreprise, ça c'est, pour ma part, ça relève plutôt d'une dimension de comment faire en sorte qu'une entreprise s'épanouisse et se développe. Donc cette valorisation peut passer par des mécanismes structurels. La valorisation de l'entreprise, selon ma modeste compréhension, c'est donner à l'entreprise les ressources nécessaires pour mieux servir. La valorisation de l'entreprise, c'est le fait de pouvoir mettre en valeur ce qui se fait en matière d'entrepreneuriat dans notre pays. Et je pense que mettre en place des mécanismes qui visent à mettre en lumière un peu les activités des différentes entreprises qui peuvent être faites, ça rend dans l'optique justement pour moi de la valorisation de l'entreprise. Beaucoup d'hésitations, mais que nous disent les livres sur la valorisation de l'entreprise? Allons-y découvrir. Pour préparer correctement la cession de votre entreprise ou travailler sur un projet d'acquisition, il faut se pencher sur la valorisation. La valorisation d'entreprise est une méthode utilisée pour estimer la valeur financière d'une entreprise. L'estimation se base sur de nombreux critères permettant d'évaluer le potentiel, les atouts, les spécificités et les faiblesses de la société. La cession d'une entreprise ou la volonté d'acquisition nécessite un travail de fond concernant la valorisation de votre société. À ce titre, une multiplicité de méthodes sont à votre disposition, parmi lesquelles la méthode de barème, la méthode liée aux performances, une approche dite comparative. La valorisation d'une entreprise, cette science inexacte, peut être basée sur des approches différentes et doit prendre en considération certains éléments prévisionnels tels que des prévisions de croissance, de marché ou encore d'endettement. Alors nous recevons donc Jackie Ouziel, il est expert financier, conseil basé à Montpellier, c'est en France. Bienvenue sur Gabon 24. Merci Modeste. La première question que nous avons envie de vous poser, c'est de savoir pourquoi on valorise une entreprise. On valorise une entreprise pour connaître la valeur de son patrimoine lorsqu'on est investisseur. De même que l'on peut valoriser son appartement, sa maison, son terrain, son champ, que sais-je. C'est important lorsqu'on détient des titres d'une société de pouvoir les valoriser individuellement. Et il existe un marché qui est le marché boursier qui permet de faire une adéquation entre l'offre de titres et la demande de titres. Et donc, même si cette valeur va varier en nanosecondes, on va dire qu'à priori, un marché boursier permet de voir quel est l'équilibre entre l'offre et la demande de capitaux. Et donc, généralement, quand on valorise une entreprise, on recherche quoi exactement? Est-ce que c'est parce qu'on s'apprête à vendre? Ou alors, tout simplement, parce qu'on veut changer de statut, disons-le comme ça? Non, je pense que la valorisation, c'est important pour pouvoir, à un moment donné, ouvrir son capital, acheter une société, vendre une société. Et donc, il faut définir une valeur. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, la meilleure valeur, c'est a priori la valeur des sociétés cotées. Mais bien évidemment, les valeurs cotées représentent une infime quantité de titres. Même si leur valeur en volume, en monnaie, quelle que soit la monnaie libellée, que ce soit du dollar, de l'euro, que sais-je, sont des montants conséquents, mais en réalité, il y a très peu de sociétés cotées. Et il faut valoriser l'ensemble des sociétés, qu'elles soient donc cotées et surtout cotées.
Donc, il faut valoriser l'ensemble des sociétés. Nous, on a envie d'avoir plus de précision et puis on se dit à quel type d'entreprise s'adresse donc la valorisation. Est-ce que ce sont juste de grandes entreprises, des PME, des très petites entreprises? Est-ce que si j'ai une start-up, par exemple, je peux procéder à une valorisation? Bien évidemment, on peut valoriser une entreprise quel que soit son stade de développement, quel que soit son secteur et quel que soit le pays. Donc ça s'adresse aussi bien à des grandes sociétés, qu'elles soient familiales ou pas, à des PME et bien évidemment à des startups, mais également on peut valoriser à un moment donné un projet dans une société pour voir si ce projet que l'on a incubé, est-ce qu'il faut l'excuber. D'accord? Et si toutes les entreprises sont concernées, est-ce qu'il y a un moment précis pour cette valorisation? Est-ce qu'il y a un moment dans le développement de l'entreprise où on se dit, bon, tiens, là, c'est le bon moment pour procéder à la valorisation de son entreprise? Je pense qu'il n'y a pas de règle pour valoriser. La valorisation peut se faire à tout moment, lors d'une transaction, comme je viens de le dire, mais il est important, si on a une bonne méthodologie de valorisation, de voir si dans le temps, par exemple tous les mois ou tous les trimestres, il y a stabilité de valeur, destruction de la valeur ou création de valeur. Donc c'est un outil de pilotage de l'entreprise en permanence. Et comment vous définissez cette valeur? Vous entendez quoi par valeur? La valeur, c'est le prix que les parties sont prêtes à débourser ou à engranger pour finaliser une transaction. Alors, il est clair que si on ouvre son capital, l'argent qui va être injecté sera injecté dans l'entreprise et non pas dans la poche de l'entrepreneur, sauf s'il décide de la vendre. Et il peut, pourquoi pas, en même temps, ouvrir son capital et céder une petite sétie. Et donc, quelque chose de bien technique, quelles sont donc les méthodes pour comment valorise-t-on une entreprise? En fait, dans le monde, il y a actuellement deux méthodes principales. La première méthode, c'est ce qu'on appelle le discounted cash flow, DCF, qui permettait, plutôt au siècle dernier, de dire, voilà, quelle sera la trésorerie prévisionnelle de l'entreprise dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Je crois qu'avec ce qui s'est passé au niveau de la Covid, cette méthode a pu, si tant est qu'il n'y ait jamais eu une valeur scientifique. Actuellement, les entreprises se posent la question de savoir comment elles vont pouvoir tenir jusqu'à l'été, finir le mois, que sais-je. Donc cette méthode est périmée. Et je t'exposerai dans quelques instants une autre méthode. L'autre méthode connue mondialement, c'est la méthode dite des comparables. La meilleure façon de parler d'un comparable, c'est de dire, tiens, je vais essayer de comparer Adidas et... Apparemment, vous me direz, Modeste, oui, ils semblent comparables, ils font le même métier. Je vous répondrai, oui, apparemment, simplement, en réalité, elles ne sont pas comparables, ces entreprises. Pourquoi? Parce que Nike n'a pas de moindre usine, tout est externalisé, et donc son intensité capitalistique est faible, puisqu'il n'a pas à financer les moyens de production, c'est-à-dire ses trains, ses usines, la Chine, à la différence d'Adidas, qui, elle, possède tout. D'accord. Le business model, c'est-à-dire j'internalise, exemple Adidas, j'aurai une forte valeur ajoutée. En revanche, j'externalise, qui est le business model que Nike a choisi, très faible intensité capitalistique, mais une moindre valeur ajoutée. Mais final, il faut noter, c'est que Adidas réalise en moyenne 3 à 5 fois moins de résultats nets que ceux Nike. Et donc, là, il y a une photo, l'intensité capitalistique rapportée aux capitaux propres en danger, la rentabilité de Nike est bien plus importante. Et également, ce que l'on peut ajouter, c'est que la trésorerie de Nike est en moyenne 10 à 15 fois supérieure à celle d'Adidas. Là encore, il n'y a pas photo. Vous voyez que, en fonction du business model, il faut trouver d'autres outils pour valoriser une entreprise de façon, on va dire, équitable. Très bien, donc des méthodes bien précises, mais qui fait la valorisation? Est-ce l'entreprise elle-même qui s'organise ou alors elle fait appel à des personnes extérieures?
Bien, écoutez, tous les cas de figure sont envisageables, mais d'une façon générale, il ne faut pas confondre subjectivité et objectivité. Quand on est entrepreneur, on a tendance, pour tout un tas de raisons psychologiques, parce qu'on arrive le premier au boulot et qu'on termine peut-être le dernier, que l'entreprise, c'est sa propre vie, à avoir une vision idyllique de sa société. Et pour avoir une meilleure objectivité, il est clair qu'il faut faire appel à des consultants extérieurs, que ces consultants soient, que sais-je, des conseils experts financiers, que ce soit des experts comptables, des commissaires aux comptes, des avocats, des notaires, des investisseurs qui peuvent aussi avoir leur façon de jauger une entreprise, j'ai bien dit jauger et pas juger, et ça, je crois que c'est important. Et donc, il existe plusieurs méthodes. Et parmi toutes les méthodes, je vais essayer de développer une méthode que j'appelle la méthode dite des I-métriques, c'est-à-dire le système métrique immatériel, dont je vous parlerai si vous souhaitez. Très bien. Certains parlent d'une certaine complexité qui existerait lorsqu'on on est dans une démarche de valorisation d'entreprise. Ils disent qu'il existe effectivement de la complexité, mais d'où sort-elle? La complexité, elle résulte de différents paramètres. D'abord, l'organisation de l'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise qui est au-delà, comme je l'évoquais sur l'exemple précédent, Nike, Adidas, est-ce que c'est une entreprise qui va tout internaliser, tout externaliser, ou faire un mix des deux? Parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'acheter au départ, notamment lorsqu'on est une start-up, tous les outils de production, de stockage, de distribution, que sais-je. Bon. Par ailleurs, il est important aussi de savoir que dans une entreprise, le capital humain, puisqu'il est d'usage de dire qu'il n'y a de valeur que d'hommes et de femmes au sein d'une entreprise, comment valorise-t-on ce capital humain? Le capital humain, bien évidemment, sera différent selon qu'on s'adresse à une société de nettoyage, par exemple, qui va avoir un personnel humain a priori peu qualifié, et ce même personnel, s'il travaillait dans une salle blanche, dans un laboratoire ou dans une centrale nucléaire, toujours pour tenir au prou les mêmes instruments, des balais, des aspirateurs, que sais-je, la formation ne sera pas la même et donc le capital compétence de ce personnel ne sera pas le même et tout naturellement, la valeur du capital humain sera distincte, là encore. Mais au-delà de savoir si je sous-traite où j'externalise donc cette production auprès de sous-traitants qui vont devoir rémunérer ce capital humain. Si moi j'ai ce capital humain en interne, est-ce que je vais salarier tout le monde ou est-ce que certains vont accepter, dès lors qu'ils sont associés à l'entreprise, d'avoir une rémunération plus modeste, pas de rémunération ou de bénéficier davantage en nature, que sais-je, de fonctions, appartements, pour ne pas avoir à charger là-bas pour que l'entreprise ne coule pas. Et tout ça, tous ces éléments, tous ces ingrédients expliquent en partie la complexité d'une analyse. Et c'est pour ça qu'il faut mesurer chacun des ingrédients importants. Est-ce que c'est abusé de dire que l'homme est au cœur de la valeur d'une entreprise? Est-ce que c'est trop dire selon vous? Non, non, je crois que c'est vraiment une pièce indispensable au puzzle. Il est clair que s'il y a un capital sans homme pour le faire fructifier, pour le développer, le capital restera en l'état. Alors que le capital humain, dès lors qu'il est impliqué, va apporter non seulement son savoir, ses compétences, ses relations, sa capacité d'innovation, tout un tas d'idées, et vraiment l'homme au sens humain. Évidemment, il n'y a pas de discrimination de ma part. Cela peut être les femmes, évidemment, uniquement ou en partie. Leur rémunération ou l'égalité de la rémunération est un autre sujet, mais je pense que l'homme, avec un grand H, est vraiment au cœur même du capital humain, du capital de l'entreprise, du capital immatériel de celle-ci. Et pourtant, on a des grandes entreprises qui font des chiffres d'affaires incroyables. Et malheureusement, dans ces entreprises-là, souvent l'homme, il n'est pas mis au centre. Donc là, la valorisation, elle s'appuie sur quoi? Sur les chiffres et on oublie les conditions de travail des employés? Je pense que cette approche est réelle
Il y a y compris ce qu'on appelle des licenciements boursiers, c'est-à-dire que pour que les entreprises versent davantage encore de dividendes à leurs actionnaires, la seule solution, c'est de faire travailler les gens toujours plus en les payant moins et en les usant, en les pressurant. Et je pense que c'est une exploitation parfois éhontée. Des différentes raisons qui peuvent amener à valoriser son entreprise et on sait qu'on peut valoriser si, par exemple, on souhaite vendre notre entreprise. Alors, dites-nous, certains disent que pour bien vendre, il faut anticiper. Qu'est-ce qu'ils entendent par là, anticiper, c'est-à-dire? Anticiper, c'est qu'un dirigeant n'est pas éternel. Et donc, plutôt que d'attendre qu'il ait l'âge de la retraite, voire qu'il ait largement dépassé la retraite, et qu'il ne soit plus aussi tonique parce qu'il n'a plus l'énergie vitale nécessaire pour aller, comme on dit, au charbon, aller sur le marché, prospecter, rencontrer des clients, etc., parce qu'il se fatigue, plutôt que d'attendre la dernière limite ou qu'il ait y compris des problèmes de santé, que ce soit un problème cardiaque ou autre, il ne faut pas attendre la dernière minute, c'est ça anticiper, c'est-à-dire trouver un ou des repreneurs, parce que des repreneurs peuvent s'associer, ça peut être des repreneurs en interne, ça peut être le personnel, ça peut être des repreneurs externes, ce qui est généralement le cas, ça peut être des concurrents, que sais-je, ou des entreprises qui ont besoin de s'intégrer en amont ou en aval et qui, en ayant cet élément en plus, vont générer, a priori, une plus grande valeur ajoutée. Mais gérer, c'est prévoir, et pour prévoir, il faut savoir anticiper. Actuellement, avec le contexte économique actuel, quelles sont les entreprises ayant le plus de valeur sur le marché? Alors, quand vous parlez de marché, c'est le marché coté. Mhm. Je vous donnerai dans un instant des exemples de non cotés. Alors, sur le marché coté, on dit qu'il y a une crise de l'aéronautique, c'est vrai. On le voit bien avec certains grands leaders, le duopole Boeing et Airbus. Boeing s'est accroché ce qu'on appelle un bad will avec les accidents qui se sont produits récemment, alors que Airbus a des avions a priori bien plus fiables. Mais compte tenu de la Covid, compte tenu du fait que les gens se déplacent moins, les avions restent actuellement cloués au sol, mais le secteur aéronautique ne se limite pas aux avions. On le voit bien, on parle plutôt d'ailleurs du secteur aérospatial et on voit comment le spatial est appelé à se développer au cours des prochains mois, prochaines années, puisque les Américains sont de retour et qu'ils veulent établir une base sur la Lune pour pouvoir lancer des expéditions vers Mars. Les Chinois sont également présents. Il y a tout un tas de pays qui ont lancé tout un tas de satellites, non seulement autour de la Terre, mais autour de la Lune également. Des pays importants comme l'Inde, en dehors de la Chine que je viens de citer, mais des plus petits pays comme Israël, par exemple. Donc, la course à l'espace donne des perspectives intéressantes et toutes ces valeurs vont prendre, bien évidemment, au risque de me répéter, de la valeur au cours des prochains mois, prochaines années, parce que c'est un secteur stratégique pour se développer et assurer l'indépendance d'un pays. Alors, au niveau des sociétés non cotées, il y a par exemple des sociétés qui étaient considérées comme a priori pas très intéressantes et Mhm. que pourtant des grands groupes ont acquis récemment, par exemple des sociétés de coursiers qui vont apporter des plats à domicile ou au bureau. Et on voit bien comment ces sociétés de coursiers, ça peut être des coursiers indépendants, mais il y a également eu la mainmise de grands groupes sur ces coursiers pour pouvoir avoir une main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci, et ça rejoint un peu ce que nous évoquions il y a quelques instants. La valorisation tient-elle compte de l'importance du développement des sociétés? Oui, bien évidemment, la valorisation est plus ou moins pertinente, plus ou moins forte selon les perspectives sectorielles. Il est clair que si le secteur est en train de se casser la figure ou de stagner au mieux, la valorisation ne sera pas très jumping, alors que si les perspectives sont a priori en devenir, les valeurs vont augmenter.
considérablement. Je pourrais prendre, si vous voulez bien, rapidement, les laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques, il y a ceux qui ont développé des vaccins classiques, hein, c'est genre AstraZeneca, qui s'est accroché avec les thromboses du badwill, c'est-à-dire une mauvaise réputation. Les gens, dans certains pays, refusent même de se faire vacciner. Alors qu'il y a d'autres labos qui ont développé ce qu'on appelle les ARM et qui sont vraiment avec le vent en poupe. C'est le cas de Pfizer, de Moderna, qui manifestement devraient non seulement mieux protéger les gens, mais également, quitte à faire des piqûres de rappel, comment dirais-je, une protection contre les variants. Si je prends le business model de Pfizer, qui manifestement a investi, mais a investi y compris avec de l'argent d'institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé ou la Communauté européenne ou d'autres pays qui ont aidé au développement de ces vaccins. Donc ce n'est pas un financement de recherche et développement sur fonds propres, mais avec des aides, avec des subventions. Eh bien, le business model de Pfizer est appelé à évoluer puisqu'on parle déjà, en dehors de la piqûre de rappel, qui se fait dans les plus ou moins 40-42 jours après la première piqûre, on parle maintenant de piqûre, une troisième piqûre dans 6 mois, 1 an, pour justement actualiser le vaccin et pour mieux résister à certains variants, quel que soit ce type de variant, qu'il soit brésilien, sud-africain, britannique, que sais-je. Mais ce qui est intéressant, c'est que en vaccinant ces personnes avec une sorte d'abonnement au vaccin, on développe un business model d'abonnés. Et ces abonnés, les gens qui vont être, je ne veux pas dire addicts, mais par la force des choses qui auront besoin de se faire vacciner. On va en quelque sorte les fidéliser à notre produit. On va les fidéliser, assurer des revenus récurrents à ces laboratoires. Et donc, c'est une voie, j'allais dire, royale pour avoir du cash dans les années à venir. Alors, la valorisation, c'est très important. Quelles suggestions pour améliorer celle-ci sur le marché? Écoutez, je ne voudrais pas faire de publicité, mais si vous me permettez, je vais vous montrer un petit livre que nous avons sorti avec quelques confrères il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Valoriser le capital immatériel des entreprises innovantes, qui a été fait par 3 autres confrères qui sont vraiment des gens dans le métier et également un commissaire aux comptes. Et cet ouvrage a été fait à l'initiative de la RB Bank, RB voulant dire la revue Banque, c'est la revue émanant de la Fédération française des banques. Et l'objectif, c'est de pouvoir apporter aux acteurs de l'économie, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des banquiers d'affaires, un nouveau process pour valoriser les entreprises. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est souvent des éléments qui sont extra-financiers, qui n'apparaissent pas forcément dans les comptes, des entreprises qui sont importants et que l'on doit mettre en exergue pour mieux valoriser ces entreprises, non seulement lors d'une transaction, mais, au risque de me répéter, pour piloter, voir s'il y a création, destruction ou maintien de la valeur dans le temps. Alors, c'est quoi les actifs immatériels? Il y a des actifs qui ne sont pas au bilan d'une entreprise et qui pourtant sont essentiels. Par exemple, lorsque vous créez une marque, si Coca-Cola a créé sa marque ou Apple a créé sa marque ou peu importe qui a créé sa marque, la marque, quand on la crée, n'est pas à l'actif du bilan. Et pourtant, elle vous appartient bien. Et pourtant, ces marques, Coca-Cola, Apple, etc., valent quelques millions, pour ne pas dire quelques milliards d'euros ou de dollars. Et ça n'apparaît pas dans les comptes, c'est tout de même un comble pour refléter la réalité de la valeur d'une entreprise. Il y a d'autres éléments qui n'apparaissent pas dans la valeur de l'entreprise. Ce capital humain, ni les normes IFRS, ni les normes US GAAP ne les prennent en considération. Et pourtant, il faut savoir valoriser ce capital humain. C'est une pièce, un élément crucial, comme on l'a mentionné tout à l'heure, dans la valorisation de l'entreprise. Et puis, il y a tout un tas d'autres actifs. Le capital client, le capital relationnel, le capital organisationnel. Bref, je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, mais au-delà de cet ouvrage que j'ai présenté, j'ai développé un logiciel qui, au passage, a eu un prix d'excellence de la part de la Commission européenne en juin 2019, qui reconnaît que cette méthodologie est disruptive, mais qu'elle permet vraiment de piloter la valeur des entreprises sous une forme équitable, sous une forme partageable, c'est-à-dire que personne va tirer la couverture à soi. Par exemple,
le vendeur, ce qui est normal, souhaite vendre son affaire le plus cher possible. Mais à l'opposé, un acquéreur va vouloir mettre le moins d'argent possible. Et il faut trouver un point de convergence qui ne lèse ni le cédant ni l'acquéreur. Et cette méthode passe par les actifs immatériels que je viens notamment de citer, mais il en existe plein d'autres, bien sûr. Sauf que depuis fin 2019, on a un contexte économique, social particulier avec la Covid-19. C'est quoi l'enjeu de la valorisation des entreprises avec tout ce qu'on traverse actuellement? Bien, il est clair, si vous voulez, que la valeur de l'entreprise n'est pas quelque chose de constant. Quand la société est cotée, sa valeur va varier en nanosecondes. Quand une société n'est pas cotée, ce qui est au risque de répéter encore l'écrasante majorité, il faut trouver à un moment donné un mode de valorisation de cette entreprise. Et beaucoup de ces actifs immatériels, qu'ils soient dans les comptes, quand la comptabilité accepte de les mettre dans la comptabilité, hein, exemple la marque. Mais il y a des marques qui vont se détériorer brutalement. Vous imaginez bien que AstraZeneca a vu sa marque Chuter. avoir un effet boomerang sur la marque corporate. Et Mhm. du coup, ils ont créé une marque spécifique pour le vaccin, de manière à ce que, c'est un peu trop tard d'ailleurs, ils auraient mieux fait de le faire plus tôt, de manière à ce que cette marque joue le fusible. Mais il y a tout un tas d'actifs immatériels qui ne sont pas comptabilisés ou qui ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Et ces actifs, justement, leur sommation permet de mettre en exergue des choses qui sont cachées et qui montrent bien qu'une entreprise, avant de la liquider, avant de la brader, il faut prendre en compte justement ces éléments qui sont parfois, on peut dire, à la fois quantitatifs, mais essentiellement qualitatifs pour pouvoir les mettre en valeur et ne pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. La dernière question avant de nous séparer, c'est celle de l'internaute. C'est Saïd qui nous écrit depuis le Burkina Faso et puis il dit on doit montrer à l'acheteur que reprendre notre entreprise ne présente aucun risque parce que si l'acheteur n'a pas confiance dans la capacité de l'entreprise à générer les résultats escomptés, il va faire marche arrière. Alors, comment le convaincre? C'est la question de Saïd depuis le Burkina. Bon, n'exagérons rien, chaque cas est spécifique et avant de me prononcer sur telle ou telle entreprise, il faut faire un diagnostic préalable. Bien évidemment, on ne peut pas appliquer des recettes toutes faites à tous les cas d'entreprise. Je crois que le plus important, c'est de voir par rapport aux perspectives qui sont dans le plan d'affaires, ce qu'on appelle le business plan, de voir si ces perspectives sont atteignables, jouables, réalistes et pas une utopie. Donc, pour ce faire, il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions. Pour avoir les moyens de ses ambitions, il y a des recettes récurrentes qui est le chiffre d'affaires, bien sûr, mais on peut avoir des recettes exceptionnelles qui sont tantôt une augmentation de capital, tantôt un apport en compte courant, tantôt un emprunt qui serait consenti ou un prêt participatif. Tout cela permet d'asseoir une entreprise et de la rendre la plus pérenne possible. À chaque fois, n'oublions pas qu'au-delà des licenciements boursiers dont je parlais tout à l'heure, il en va de la vie de tout un écosystème, des salariés, de leurs familles, des territoires, et la perte d'une entreprise a des dégâts directs et indirects majeurs. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vous parliez tout à l'heure d'anticiper, il faut, si possible, pour pouvoir assurer sa pérennité, être sûr de ces différents actifs immatériels. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, en vous remerciant de votre invitation, bien évidemment. Merci à vous, Jackie Ouziel. Vous avez répondu à nos questions depuis Montpellier, c'est en France. Vous êtes conseil expert financier. Merci d'avoir répondu à l'appel de Gabon 24. Avec plaisir. Les entrepreneurs préparent trop peu la question de la vente de leur société. Un chef d'entreprise sur deux ignore la réelle valeur de sa société. Nous retenons donc qu'avant de déclarer votre société à vendre, préparez-vous suffisamment pour vendre au moment le plus opportun, valorisez votre entreprise au maximum et n'hésitez pas à faire confiance à des professionnels pour obtenir le meilleur prix de vente.
Une chose est sûre, vendre son entreprise n'est pas toujours chose aisée. Si vous ne maîtrisez pas toutes les techniques de la négociation, n'hésitez pas à laisser cette tâche délicate entre des mains d'experts. Écho de l'écho, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de rester sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.